Aspaway, combien d'années d'existence? Ça, c'est important. 14 ans. Voilà, 14 ans d'existence. Alors, vous pouvez nous faire un petit peu l'historique en accéléré de comment le métier a évolué? Parce que finalement, au départ, on était dans beaucoup de quincailleries, pas du tout, enfin, je veux dire, au sein de la DSI, bien sûr. Et maintenant, vous les avez un peu libérés de ça. Ouais, on a démarré notre activité il y a 14 ans en tant que fournisseur d'applications hébergées, c'est-à-dire qu'on travaillait avec des gens qui étaient éditeurs de logiciels et on essayait de voir avec eux comment on pouvait monter des offres en mode ASP, c'est-à-dire qu'ils soient capables de fournir leurs applications en mode hébergé. L'ancêtre C'était du déjà, SaaS. voilà, exactement. On était avant le SaaS. Bien évidemment, on intervenait aussi beaucoup sur des projets d'externalisation d'hébergement de manière très traditionnelle auprès d'entreprises, de clients utilisateurs qui voulaient externaliser toute ou partie de leur SI. On a eu un deuxième step qui a été effectivement l'apparition du SaaS avec un certain nombre de grands acteurs du marché comme des Salesforce, des gens comme ça qui ont eu un rôle, je dirais, d'évangélisateur sur le marché très important. Très concrètement, tant auprès des directions informatiques, des directions métiers, que bien évidemment des éditeurs de logiciels qui devaient et qui commencent à sentir qu'il y a besoin de rentrer dans ces modèles-là. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une adoption forte sur le marché, il y a eu une accélération ces 3 dernières années, tant je dirais sur la consommation d'applications en mode SaaS par les entreprises, les clients utilisateurs finaux, que de l'autre côté, côté cloud, avec utilisation de plateformes de type IaaS où maintenant, effectivement, ça commence à rentrer dans les mœurs, je dirais, d'intégrer des plateformes cloud pour aller déployer des plateformes de dev, test, des plateformes, des environnements de déploiement, des logiques privées, et puis de commencer à mixer effectivement l'ensemble de ces environnements. Alors, pour des raisons qui ne sont pas et des objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes, bien évidemment, en fonction des métiers, des organisations. Alors, juste en vous écoutant, Philippe voudrait apporter une précision. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que dans le cadre de ma fonction, je cherche de l'innovation en permanence, mais l'innovation, on ne la cherche pas qu'à l'intérieur de l'entreprise, on la cherche aussi à l'extérieur. On la cherche beaucoup à l'extérieur parce que même si on a 6000 employés, et même si c'était les 6000 employés les plus intelligents du monde, il y a encore beaucoup de gens extrêmement intelligents ailleurs, et puis en nombre, ils sont beaucoup plus importants. Donc on va chercher aussi ce qui se passe à l'extérieur. Et je suis en contact avec un nombre assez important de startups. Dites-moi combien de startups n'utilisent pas le cloud aujourd'hui? Zéro. Vous avez déjà racheté des startups d'ailleurs, vous, dans votre groupe? Parce que moi, je constate cette tendance des grandes entreprises aujourd'hui à récupérer effectivement des startups innovantes et à les intégrer de manière à avoir ce flot d'innovation permanent. Et en même temps, les mêmes entreprises vont se débarrasser de ce qui n'est pas core business pour eux. Par exemple, ce que fait Aspaway en tant que cloud broker, c'est qu'effectivement, ils récupèrent tout ce qu'il y a sous le capot, au niveau de l'entreprise, et on se débrouille avec effectivement le maintien en condition opérationnelle de ce qui roule. Pour pouvoir se concentrer sur l'innovation. Vous concentrez effectivement sur l'innovation et sur les métiers. Pareil pour les éditeurs. Un éditeur, il doit se concentrer sur le service métier. Il ne doit pas se concentrer sur de l'hébergement ou sur de l'infrastructure. Mais vous voyez cet aspect à la fois start-up d'un côté et de l'autre côté sous-traitant ou partenaire dans l'écosystème qui vous aide à ce que tout ça, ça soit agile. Nous, on le voit effectivement de matière assez structurée sur le marché des éditeurs de logiciels, en fait, où effectivement on constate que la proposition de valeur que l'on peut avoir pour des éditeurs de logiciels qui sont des startups n'est pas du tout la même que pour des entreprises, des éditeurs historiques du marché français du logiciel qui sont en train de commencer à faire le pas pour aller vers le SaaS, au même titre qu'elle ne sera pas la même pour des éditeurs qui ont déjà franchi le pas de manière volontaire, structurée ou pas structurée ou opportuniste, mais qui ont déjà, je dirais, des offres opérationnelles et qui aujourd'hui sont en train d'avoir les mêmes réflexions de goût, c'est-à-dire clients, utilisateurs, consommateurs d'informatique et d'infrastructures, qui va être effectivement de se dire non, c'est pas notre métier de gérer ce genre de choses. Mais on voit vraiment sur le marché des éditeurs qu'il y a effectivement une segmentation sur 3 typologies d'éditeurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous, François Deporter, vous êtes, alors si vous me permettez, arrêtez-moi si je me trompe, mais vous me semblez être vraiment emblématique de l'évolution du métier, de sa purification en quelque sorte, justement vers l'efficience, comme l'indique votre fonction, directeur de l'efficience. C'est-à-dire que comme on se débarrasse un petit peu des problèmes de la quincaillerie et du quotidien et de l'enlisement dans la technique, on peut se concentrer sur l'efficience. Alors, est-ce que ça implique aussi l'innovation? Si oui, dans quelle mesure? Comment? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre retour d'expérience? Alors, de mon point de vue, il y a une véritable évolution quelque part de la chaîne de valeur, finalement, de l'informatique. Quelque part, la DSI se débarrasse entre guillemets, ou du moins sous-traite de plus en plus les parties amont, finalement, donc les couches bases de l'informatique, le réseau, les serveurs, les I/O, etc., pour se concentrer de plus en plus, je trouve, sur les parties aval, c'est-à-dire finalement le client,
en tant que tel, directement le client final, le client interne, et toute l'interlocution et la production, je dirais, de valeur qui est induite par rapport à ça. De fait, également, en termes d'évolution, on peut voir également des informatiques finalement à 2 vitesses, mais au sens noble du terme, finalement. Une informatique qui est là pour gérer, finalement, le quotidien, ce que vous appeliez l'horizon 1, finalement, c'est-à-dire le fait de faire tourner le quotidien, le business, parce qu'à un moment, si vous voulez être crédible en tant que DSI, il faut comme que la boutique, elle tourne, parce qu'à un moment, rêver, c'est bien, c'est extraordinaire pour faire évoluer l'entreprise, mais si votre quotidien ne tourne pas, vous pouvez toujours vendre ce que vous voulez à votre directeur général, il ne vous suivra pas. Donc le premier boulot, c'est comme que la boutique, elle tourne. Absolument. Et après, il y a un deuxième métier qui émerge et qui augmente, je dirais, en tant qu'importance, je dirais, des investissements à la fois en temps et en argent, c'est votre capacité à créer de la valeur en tant qu'IT. Et ça, je pense, c'est une véritable révolution.